Je vais simplement ajouter à la présentation qu'a fait M. Lenas, que je suis aussi président du comité de patients experts de la faculté de médecine, mais surtout un patient. Alors, sans plus tarder, je vais commencer la présentation, mais j'ai pu constater, comme patient partenaire ce matin, tout comme vous, que nous avions tous des difficultés visuelles et qu'on n'arrivait pas à très bien voir les PowerPoint. Donc, ce que je vais vous offrir, je vais laisser une feuille ici, et après la présentation, les personnes qui désireront l'obtenir par courriel, je leur ferai parvenir le PowerPoint ou en PDF, ce que nous aurons présenté. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Pour ceux qui peuvent voir, les autres, vous devrez vous fier à ce que je vous dis. Oui, c'est ça. Vous pouvez vous approcher si vous voulez, parce qu'on sait que les gens qui sont dans les deux premières rangées, leur biais était plus dispendieux, mais quand même. Approchez-vous si vous voulez en voir un peu. Alors, ce qu'on a fait comme constat, nous, depuis longtemps, et je peux vous dire que le bureau facultaire, le bureau de la direction collaboration partenariat patient, parce qu'avant, il s'appelait bureau facultaire de l'expertise patient partenaire, existe depuis 2010 à la faculté de médecine. À la faculté de médecine, mais aussi maintenant impliqué dans toutes les disciplines de santé de la faculté. Ce qu'on a évalué, c'est que plus de 50% actuellement de la population dans les pays occidentaux, donc si on prend l'échelle du Québec, 4 millions de personnes ont une maladie chronique, au moins une, et comme on sait, les cancers sont de plus en plus inscrits dans les maladies chroniques. C'est un constat important. Ce qui est encore plus important comme constat, c'est qu'entre 50 et 80% des personnes atteintes de maladies chroniques n'ont pas d'observance à leurs soins, à leur traitement, ou à ce qu'on leur suggère de faire. Et pourquoi c'est comme ça? La plupart du temps, c'est des gens qui ont un problème de communication avec les professionnels. Je ne dis pas que les patients ont un problème de communication, je dis qu'il y a un problème de communication entre les deux groupes. Et c'est pas de mauvaise foi, mais il y a de bons patients, il y a des mauvais patients, il y a des professionnels qui ne sont pas parfaits aussi. Alors, une autre problématique qui s'adresse actuellement aux médecins, aux cliniciens, c'est que la plupart du temps, les gens qui savent comment consulter l'Internet n'arrivent plus devant le médecin avec des symptômes, mais bien avec un diagnostic. Puis ils lui disent, vous savez, mais docteur, j'ai vérifié sur Internet, j'ai tel problème de santé, on va faire ça vite, faites-moi les prescriptions, donnez-moi les traitements à faire. Et là, le médecin va dire, écoutez, vous avez les symptômes peut-être de cette maladie, mais ça peut être des symptômes reliés à d'autres maladies. Il doit refaire l'information, il doit revoir avec le patient. Et très souvent, le patient, qui n'est pas parfait, va dire, écoutez, je suis tellement certain de ce que j'avance, que j'en ai parlé avec ma belle-sœur hier, et elle me le confirme. Et c'est pas facile, donc, pour les professionnels de faire un lien actuellement de confiance avec les patients quand ça commence comme ça. Je vous ai dit que c'était une brève présentation aujourd'hui. Alors, on vient d'un système paternaliste après la Deuxième Guerre mondiale. Ce que le médecin disait, les gens le suivaient. C'était l'ère du temps. C'était la même chose pour le clergé. C'était la même chose pour le gouvernement. On était dans cet état d'esprit. Et petit à petit, les choses ont changé. Donc, à l'époque, le médecin s'adressait aux patients. Après avoir consulté d'autres cliniciens, il disait aux patients, c'est ce que tu dois faire. Et le patient avait toujours le choix de le faire ou pas, mais à l'époque, il acceptait ce qu'on lui recommandait, bien sûr. Il y a eu par la suite encore l'approche centrée sur les patients. L'approche centrée sur le patient, elle existe encore dans plusieurs milieux, c'est-à-dire qu'on va être en contact avec chacun des professionnels, mais rarement ensemble, rarement en partenariat ou en collégialité. Prenez une personne qui apprend qu'il y a le diabète, par exemple, on va lui dire, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous allez rencontrer un kinésiologue, une nutritionniste, un pharmacien et une série d'autres personnes qui encore créent des délais, et ce qui fait que très souvent, les gens vont abandonner le processus avant le temps. Quand on parle de partenariat, on peut parler dans les soins, on peut parler dans les services, mais il faut aussi penser que c'est à partir du stationnement d'un établissement qu'on commence le partenariat. À partir du moment où la personne n'a pas accès au bâtiment, n'a pas accès à l'édifice parce qu'il n'y a pas d'aire de stationnement adéquat, ça paraît peut-être ridicule, mais un grand nombre de personnes n'iront pas à leur deuxième ou leur troisième rendez-vous. Oui, il y a des délais. C'est rarement sur la qualité des soins qu'il y a un problème de communication. C'est souvent sur l'accessibilité aux soins. Et ça, c'est majeur. Et quand on parle de confiance, de partenariat, je vous parle du stationnement, mais ça va aussi dans les bureaux, l'annonce du diagnostic. À partir du moment où on ne sait pas comment annoncer un diagnostic, je vous donnerai un exemple qui est arrivé la semaine dernière, et malheureusement, toutes les semaines, on a des exemples.
Je tiens à préciser que ce n'est pas la majorité, et heureusement, un pneumologue d'un centre hospitalier que je ne nommerai pas profite du fait de sa visite pour aller dire à un monsieur qui est actuellement à la toilette, je vais revenir plus tard, je voulais vous annoncer que vous avez un cancer du poumon. Alors, quand on m'a rapporté ça, il y a d'autres exemples comme ça, mais il y a des meilleures conditions pour le faire. Et il y a aussi de s'assurer d'avoir une bonne communication, de bien informer la personne sur ce qu'elle a comme problématique de santé, s'assurer qu'elle a bien compris, et s'assurer que, si elle a bien compris, on puisse travailler ensemble dans une co-construction à faire avancer l'épisode malheureux de soins que la personne doit avoir. Le partenariat, c'est ça. C'est que lorsqu'on annonce ou qu'on rencontre le patient pour lui annoncer son diagnostic et ce qu'on lui propose comme soins, comme service, on soit assis avec cette personne-là pour qu'on puisse répondre à toutes ces questions, évaluer toutes les possibilités. On annonce à une personne qu'elle a le diabète, on peut lui dire d'aller prendre telle médication et c'est ça que vous devez suivre. Vous ne prenez pas tel médicament avec tel alcool, avec de l'alcool, vous ne prenez pas ceci. La personne, si elle a trop d'informations auxquelles elle n'a pas de réponse ou d'échange, elle risque de retourner chez elle. Et là, elle arrive dans le 50 à 80% qui n'a pas d'observance à leurs soins. Ça va être coûteux pour elle, et ça va être coûteux pour le système de santé. J'ai lu en diagonale hier, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire autrement encore, je vais le lire dans l'autre diagonale aujourd'hui, ce soir, le rapport du commissaire Salois, commissaire à la santé et au bien-être, qui disait hier, dans son rapport, que 60% des gens qui se présentent à l'urgence n'ont pas de raison de se présenter à l'urgence. Peut-être à la clinique, peut-être chez le médecin de famille, peut-être pas du tout. Mais c'est très coûteux pour le système de santé. Et ce qu'on voit, nous, dans les urgences, très souvent, surtout sur les maladies chroniques, et moi, j'en ai 3, quand je me retrouve à l'urgence, je suis obligé de recommencer les explications. Et quand on m'accueille, la plupart du temps, c'est une pathologie qu'on accueille. J'ai bien la volonté de leur dire ce que je prends comme médicament, combien j'en prends, et quand je les prends, c'est pas moi qu'on veut entendre. Ce qu'on veut entendre, c'est le numéro de fax de la pharmacie, se faire venir par télécopieur la liste des médicaments que je prends, en théorie, que j'ai acheté mais que je ne prends peut-être pas. Et tout le temps, des heures d'attente, et comme tout le monde, on n'a pas de passe-droit, on attend. Il y a là un manque de communication. Et j'arrive souvent au bout du processus à l'urgence où on ne m'a pas écouté parce qu'on se fie à la liste qui vient de la pharmacie. J'ai rien contre la liste de la pharmacie, mais je suis capable de m'exprimer et de me dire, voici ça, je le prends à moitié, 50 mg. Très souvent, lorsqu'on me donne mes prescriptions, on me dit d'arrêter certains médicaments que je ne prends pas depuis 2-3 ans, ou on me dit de doubler ceux que je ne prends pas du tout, de diminuer. Ah, il y a ce problème de communication-là qui existe malheureusement souvent encore entre les professionnels et les patients. Le résumé de ce que c'est un patient partenaire, le patient partenaire est une personne qui est... Est-ce que vous arrivez à le lire? Non. Okay, d'accord. Alors, le patient partenaire est une personne qui est progressivement habilitée au cours de son cheminement clinique à faire des choix de santé libres et éclairés. C'est toujours au patient de décider. Ses savoirs expérientiels sont reconnus et ses compétences sont développées par les intervenants de l'équipe clinique, respectés dans tous les aspects de son humanité. Il est membre à part entière de cette équipe pour les soins et services qui lui sont offerts. Il ne s'agit pas qu'à toutes les fois, il y a une rencontre de 6 ou 7 personnes, mais quand la personne est à l'aise dans l'équipe et comprend bien ce à quoi elle va faire face dans ses soins, elle va peut-être identifier 1 ou 2 personnes pour dire, moi, j'aurai un meilleur contact avec cette personne-là, et c'est elle qui sera la personne pivot avec laquelle je vais me rapprocher. Et tout en reconnaissant l'expertise des membres de l'équipe, ça c'est très important, ils orientent leur préoccupation autour du projet de vie du patient et prend part aux décisions qui le concernent. Alors, quand on parle de projet de vie, ce n'est pas de dire que la personne veut, par exemple, être dans un milieu hospitalier, avoir une chambre qui ressemblera à sa chambre à Cancun, mais c'est surtout de dire, voici, dans la capacité que j'ai, j'aimerais pouvoir faire tel loisir ou réintégrer mon travail, et j'ai besoin d'avoir de l'aide pour ça, mais respecter mon projet de vie, respecter la personne. 2 personnes, 10 personnes peuvent avoir la même maladie, mais ils doivent d'abord apprendre à connaître la maladie. Ils doivent apprendre à vivre avec la maladie. Et ce processus-là ne se fait pas sans les professionnels, se fait avec les professionnels, mais en concertation.
Ce que l'on fait à la faculté de médecine et dans toutes les autres facultés depuis quelques années, c'est de recruter, de créer, de rencontrer des patients qui veulent s'intégrer à ce que nous faisons à l'université. Alors, la première chose qu'on a abordée il y a 4 ans maintenant, presque 4 ans maintenant, ce sont les patients formateurs. C'est-à-dire des personnes qui vont venir comme co-tuteurs avec des cliniciens, s'adresser à des étudiants et des étudiantes de 13 disciplines en santé. Là, j'en fais une nomenclature rapide, mais sciences infirmières, psychologie, ergothérapie, physiothérapie, travailleur social, bref, les 13 disciplines en santé. Et une fois par année, dans les 3 premières années de leur formation, ils vont rencontrer des co-tuteurs, cliniciens et patients qu'on aura d'abord recrutés et formés pour faire ceci. On en a plus de 160 actuellement à la faculté, à la direction. Donc, les patients formateurs contribuent à faire prendre conscience de la découverte de complémentarité des savoirs scientifiques en santé et des savoirs expérientiels issus de la vie avec la maladie dans le cadre de la formation des étudiants en santé et en sciences psychosociales. Ce contact-là est très important. Il y a des gens, comme je le disais tantôt, des professionnels de longue date, qui sont déjà axés là-dessus dans le milieu de la santé. Mais ce n'est pas tout le monde. Donc, moi j'ai été hospitalisé, entre autres, je ne vais pas trop donner de mes exemples, mais il y a quelques semaines, pendant 12 jours, et pour la première fois, je rencontrais des étudiants que j'avais eus dans les cours CSS, les cours de collaboration interdisciplinaire, dans les soins que j'avais, des résidents ou infirmières, et ainsi de suite. Et elle me disait, vous savez, on se souvient de ce que vous nous avez enseigné, vous et les autres, mais c'est pas facile parce qu'on arrive dans un milieu où la communication existe déjà très peu entre les collaborateurs eux-mêmes. Et d'inclure le patient, ça devient un peu plus compliqué. Alors, la transformation des programmes, on a jusqu'à maintenant rencontré plus de 4500 étudiants. On a un prochain cours qui se donne le 12 novembre prochain. Et c'est la reconnaissance aussi internationale qui est de plus en plus importante pour nous, sans prétention, de la manière que nous le faisons à la faculté de médecine. Et ça, on doit saluer les doyens, doyennes et vice-doyens qui se sont succédés dans les différents départements. Il n'y a pas d'autre endroit où ils ont le même modèle que nous. D'ailleurs, à Washington, il y a quelques mois, on faisait une présentation, et dans leur résumé, où il y avait les grandes fondations américaines, on disait c'est le modèle de Montréal. Il y a des expériences différentes qui se font ailleurs, mais aussi complets. On a la prétention de prétendre encore que nous sommes les seuls aussi loin. Je vais maintenant demander à Madame Christiane Sauvé, qui est à ma droite, à votre gauche, qui a vécu l'année passée, qui est membre d'un des comités ou des comités dans votre société, mais qui est aussi patiente formatrice et qui a vécu l'expérience l'an passé avec des étudiants et des étudiantes. Dans cette journée de formation-là, que j'ai appréciée à tous les niveaux, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ma longue carrière de patient, ce que j'ai trouvé, c'est que souvent en médecine, chaque professionnel de la santé ne connaissait pas nécessairement ce que l'un et l'autre pratiquaient ou faisaient. Dans cette journée de formation-là, il y avait un cas hypothétique qui était une petite fille qui avait des problèmes de santé et il devait, entre autres, trouver des solutions pour l'aider à traverser ces problèmes-là. Et je me suis rendu compte que les jeunes médecins qui étaient là n'avaient pas non plus la connaissance de ce que l'un et l'autre savaient. Puis je me dis, bon, en finissant cette journée-là, au moins, il va y avoir ce changement-là, il va y avoir des gens qui vont communiquer entre eux de façon à ce que ça soit plus facile. Qu'on soit partenaire, vous avez parlé tout à l'heure du partenariat de chercheurs. Bien, je crois que le partenariat entre médecins et patients va de soi parce que c'est pour nous, c'est important d'être compris et de sentir cette espèce de lien entre médecin et patient. C'est des journées qui sont tant formateurs pour ces jeunes-là qui sont aux études que pour moi comme patiente encore à ce jour. Merci.
Avant de céder la parole à Mme Beauchamp, qui va faire un peu le même exercice, entre autres dans le cas où parlait Mme Sauvé, c'était un cours où une petite fille de 2 ans avait un problème de santé majeur. Et si on demandait aux étudiants qui est la personne la plus importante dans cette situation-là, 8 sur 10 nous répondaient la petite fille de 2 ans. Nous, on prétend que c'est la mère qui accompagnait la petite fille. La petite fille, elle est importante, c'est sûr qu'on est centré sur la petite fille, mais elle ne va pas s'accorder des soins elle-même ou prendre sa médication. Donc, si on n'a pas la confiance de la maman, si on n'a pas le lien avec la mère pour lui dire voici ce qui est bien pour votre fille, puis c'est à la maman à cet âge-là de prendre, et le papa s'il est aussi dans l'entourage, de prendre la décision, mais faire prendre cette conscience-là aux étudiants. Puis quand il y a des interventions comme ça aussi, ce qu'on apprend en les côtoyant, c'est que souvent, ils ne savent même pas ce que les autres vont faire. Je me souviens un jour, je leur ai dit, vous n'arrêtez pas de parler en abréviation. Je ne les comprends pas tous. Et je leur ai demandé si eux les comprenaient. Et malheureusement, j'ai constaté qu'ils n'osaient pas dire qu'ils ne les comprenaient pas toutes. Donc, juste le fait d'être un patient et amener des choses comme cela, on leur apprend aussi à travailler ensemble en incluant le patient. Je vais laisser Mme Beauchamp. Moi, j'avais affaire à un groupe d'une vingtaine d'étudiants. Il y avait 2 groupes, un le matin, un le soir, un l'après-midi. Vingtaine d'étudiants dans différents domaines. Le matin, c'était... enfin, ils étaient à peu près tous dans les 15 domaines de la santé. Physiothérapeute, ergothérapeute, nutritionniste, psychologie, audio. J'étais avec le prof qui m'encadrait et qui dirigeait le cours. C'était une orthophoniste. Donc, il y avait des étudiants en médecine, mais c'était tous des étudiants de première année. Et la première chose que moi j'ai remarqué, c'est qu'ils se demandaient ce que moi je faisais là. Et moi, je me demandais comment j'étais pour intervenir là-dedans. Parce que j'avais eu la formation, mais en même temps, on était face à un cas, le cas de la petite fille, qui avait des gros problèmes de santé, mais dont les traitements marchaient mal, et sa mère qui travaillait, dont le mari travaillait sur la route tout le temps, qui s'occupait aussi de sa mère à elle, qui n'était pas bien. Donc, nous, on devait, comme patient partenaire, patient formateur, jouer à la fois le rôle de la mère, mais en même temps faire part de notre expérience de patient. Et moi aussi, je pense que tout le monde qui fait partie du projet sont déjà des patients. Moi, j'ai 3 maladies chroniques, j'ai une leucémie entre autres. Donc, on fait part de notre expérience par la façon dont on va traiter du sujet. Tout ça pour dire que ces jeunes étudiants-là, parce que moi je me trouvais bien vieille là-dedans, ces jeunes étudiants-là, ce qui m'a frappé, c'est que, comme dit Christiane, ils ne savaient pas trop ce que les autres faisaient non plus, puis c'était quoi, comment ils étaient pour collaborer, et comment on faisait un travail d'équipe. Parce qu'ils sont habitués à travailler chacun dans leur discipline en silo. Un peu comme j'ai vu tout à l'heure, et ça c'est une impression tout à fait personnelle, j'avais des chercheurs émérites devant moi qui racontaient d'excellents projets, mais là, je me suis demandé qui coordonne tout ça. Et je n'ai pas eu la réponse, mais en tout cas, ça, c'est une aparté. Tout ça pour revenir à mon projet. Donc, les patients partenaires de soins, c'est du monde qui apprend à travailler avec une équipe de soins, c'est-à-dire à être intégré comme partie prenante de l'équipe. Moi, comme patiente, ça veut dire que quand je vais voir mon endocrinologue ou mon hémato-oncologue, je pose des questions, je discute avec lui ou elle, je parle de ce que je fais, de ce dont j'ai besoin, et j'attends une réponse et une discussion qui est ouverte, et j'attends aussi qu'il m'aide à me diriger vers les bonnes ressources. Et c'est un peu ça que le projet de patient partenaire, je pense en tout cas, essaie de créer un esprit d'équipe, un esprit de collaboration où tout le monde va considérer le patient comme une personne et non pas comme une pathologie. Merci. J'ajouterais aussi qu'on parle de communication, comme je l'ai fait tantôt, mais avec les étudiants et les étudiantes, on parle aussi d'empathie. Une vice-doyenne des sciences infirmières me disait il y a quelques temps, vous savez, après 3-4 ans, près de 70% des infirmières perdent de l'empathie.
Perdre de l'empathie sur une chaîne de montage, c'est une chose, mais quand on rencontre des gens qui sont vulnérables, parce qu'on vient de leur apprendre qu'il y a une problématique de santé, c'est tout autre. Alors, on travaille beaucoup aussi là-dessus, parce que l'empathie, la bonne communication fait partie aussi de la guérison ou du soulagement. Si tu as confiance, si tu te sens bien, tu vas participer non seulement à tes soins, mais tu vas avoir une meilleure relation avec les professionnels. Et je me plais à dire, je l'ai fait, je pense, la première fois, il y a 3 ans, à la cérémonie du sarreau, lorsque la faculté de médecine, il y a cette célébration qui fait qu'on remet les sarreaux aux futurs médecins. Je leur disais, et mes collègues répètent la même chose, on doit absolument penser à l'autre, penser au patient. Vous pouvez être patient un jour, mais si vous ne l'êtes pas encore, c'est tant mieux pour vous. Mais la journée où vous avez un doute, je leur suggère d'enlever leur sarrau et d'aller mettre une jaquette d'hôpital quelques minutes pour se penser à la place de l'autre. Depuis les 3 dernières années, j'ai rencontré plus de 18 000 professionnels dans les établissements de santé au Québec. Par petits groupes de 20, de 100, de 400, ça varie. Et je me rends compte que cette phrase-là, elle est aussi marquante chez ceux qui pratiquent depuis longtemps que chez les étudiants et les étudiantes. Alors, je vais avancer sur d'autres aspects que nous avons en espérant que les choses apparaissent en même temps de l'autre côté. On a aussi des patients ressources. On a des patients ressources que l'on recrute, que l'on forme, des personnes qui vont intervenir dans des établissements de santé, qui vont intervenir, par exemple, une personne qui a eu le cancer du sein participera à des services d'amélioration continue dans des établissements où elle a été soignée, suivie. Vous avez également des patients ressources dans des établissements sur la gouvernance. C'est ce qu'on constatera tantôt, entre autres, dans les documents dont vous allez parler, où vous avez mis à contribution, heureusement, les gens de votre société sur la discussion, ce qui devrait se retrouver ou pas dans les documents. Donc, c'est une façon d'introduire des patients ressources. Je vais aller plus rapidement, je vois le temps qu'il nous reste. Il nous reste à peu près, c'est ça je disais, 2 heures. Et je vais m'adresser directement aux chercheurs. Nous avons aussi des patients qui contribuent au projet de recherche. On en a à l'INES, on en a à l'IRCM, on a des gens qui sont appelés pour qu'on ait l'aspect, pas seulement scientifique, mais du savoir expérientiel des patients. Et avant-hier, j'assistais à l'École de santé publique de Montréal à des bilans où on avait impliqué 23 de nos patients dans différents groupes pour justement dire voici ce qu'on fait, ce qui est mis en pratique et faire bien sûr des évaluations statistiques là-dessus. On a des patients coachs, des patients mentors, mais ça a l'air que je viendrai vous en parler l'année prochaine. Alors, je vais conclure là-dessus. Donc, il doit me rester 30 secondes pour vous dire que c'est pas, on n'invente pas la roue quand on parle de patient partenaire, c'est de le mettre en pratique qui est important. Dans n'importe quel domaine de la vie, on pourrait dire oui, mais les patients, ils ont la littératie. Je pourrais vous parler de médecins qui ne connaissent rien en mécanique automobile, ça n'empêche pas de faire réparer leur voiture, puis de s'assurer qu'on leur parle, pas seulement en mécanicien, mais qu'on leur parle dans un langage qu'ils puissent comprendre. Alors, il n'y a personne qui ne devrait pas comprendre ce qu'on lui explique. Et nous, dans nos documents, on parle toujours de patient, mais ça inclut dans notre tête la notion de proche aussi. Donc, un proche peut aussi accompagner un patient pour l'aider. Et le patient a toujours le choix de dire « faites ce que vous voulez avec moi aussi ». Alors, je voulais vous résumer ce que l'on fait habituellement en 1h45. Alors, ceux qui voudront voir la présentation, vous n'avez qu'à me laisser vos coordonnées après. Merci. Merci beaucoup, M. Néron. Je vous laisse aller. Vous avez des choses à raconter sur les services aux patients. Alors, Christiane, Michel et Karine, vous participez depuis quelques années déjà. Karine, c'est plus récent, avec le comité des services aux patients à la Société. Un comité formé de 7 patients qui proviennent de Québec, Trois-Rivières, Montréal, Sainte-Agathe et puis Rosemère, c'est ça? Non? Alors, on a des gens d'un peu partout et puis on se réunit à peu près une fois par mois ou une fois ou 2 mois et puis on s'établit un projet, un objectif pour l'année. On a un projet sur lequel on travaille en équipe et puis on a déjà 2 années de faits et 2 réalisations réalisation d'équipe. Vraiment, ce sont les patients là, qui planchent sur les documents qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Alors, je vais vous laisser aller. Vous allez planifier votre ordre et puis je vous laisse aller.
je vais commencer par vous parler du dépliant patient partenaire. Moi, je suis membre du comité des patients depuis fin 2008, début 2009 à peu près. Et on a lancé en 2010 un certain nombre d'excellentes brochures en français, parce qu'avant, elles existaient en anglais, mais pas en français. Alors, on a lancé ces brochures-là qui portent sur différents types de cancers du sang, qui portent sur... qui donnent un aperçu général, qui portent aussi sur des maladies spécifiques, des différents types de cancers du sang. Mais on s'est aperçu, c'est d'excellents dépliants, mais on s'est aperçu que les gens n'ont pas vraiment tendance à les lire. Puis en plus, c'est qu'on ne peut pas nécessairement toujours les mettre à jour parce que ça coûte une fortune, puis ça se fait avec les chercheurs, puis ça se fait en anglais la plupart du temps, puis il faut traduire, puis ça coûte cher, puis on n'a pas d'argent. Donc, on aime mieux donner l'argent aux chercheurs, ce qui est très bon aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, avec l'aide de Charles, qui est directeur des services aux patients, et Lauren, son adjoint, que ça nous prenait peut-être un dépliant qui était plus accessible et plus général dans une certaine mesure, qui donnait les grandes lignes de ce qu'un patient doit ou pourrait faire quand il apprend qu'il y a une maladie comme un cancer du sang, et je dis un cancer du sang pour ne pas tous les nommer, et parce que j'ai appris en devenant leucémique qu'il y a plusieurs cancers du sang, et donc qui il pourrait consulter, puis tout ça. Donc Charles a été celui qui a rédigé au départ le dépliant, puis là il en a donné un exemplaire à tous les membres du comité des patients, puis là on a regardé ça en groupe, et on a essayé d'améliorer ça pour arriver à ce dépliant-là, pas à pas, qui vraiment explique les grandes lignes. Il faut que je change de lunettes, excusez. Les grandes lignes du pas à pas, c'est le diagnostic, la période de traitement, la rémission. Ensuite, qui on peut solliciter pendant les traitements et la rémission, puis des liens. Et ça donne un peu la liste des personnes ressources, la liste des choses à faire, tout ça. Donc, ça se veut un guide très facile à consulter, utile pour les gens qui ne veulent pas passer leur temps à aller lire des choses sur Internet sur les cancers et qui vont les guider vers ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur qualité de vie, améliorer leur sort. Et puis après ça, ça a conduit à demander là au docteur, donc Karine va vous parler. Alors bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est Vraiment devant. OK. Alors moi, avant de parler du dépliant, on m'a demandé un peu de parler de moi. Alors, moi j'ai eu un cancer du sang, un lymphome d'Hodgkin de stade 4. Le diagnostic est tombé le 21 mai 2012. Un beau cadeau, puisque 3 jours plus tard, je fêtais mes 38 ans. Alors, je suis allée un après-midi comme ça à l'urgence parce que j'avais des douleurs thoraciques. Moi, je pensais que c'était mon cœur. En tout cas, jamais j'aurais pensé que j'avais un cancer. Alors, je suis sortie la journée même avec ce diagnostic-là. Et tant ce que je suis, je fais beaucoup de recherches et puis je ne connaissais pas la Société de leucémie et de lymphome du Canada. Alors, un bon jour, je suis tombée sur leur site Internet. J'ai trouvé des informations très pertinentes concernant le lymphome. Je me rappelle que j'avais été très heureuse, d'ailleurs, de trouver cette organisation-là qui pouvait répondre à certaines questions, puisqu'on sait très bien que dans le niveau du médecin, on n'a pas beaucoup de temps. Quelques semaines plus tard, j'ai vu une publicité sur la marche illumine la nuit, alors à la télévision. J'ai décidé d'y participer. Je ne sais pas si les gens connaissent la marche illumine la nuit. Alors, c'est une levée de fonds de la Société de leucémie et de lymphome. Alors, j'ai participé à la marche de Montréal. J'étais en plein traitement. J'étais affaiblie. J'ai quand même décidé d'y aller. J'ai ramassé quelques centaines de dollars et j'ai marché avec ma famille et mes amis. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel à la maison. C'était un membre de l'équipe de direction de la Société de leucémie et de lymphome qui désirait me rencontrer. Alors, je suis allée à ce rendez-vous. On me demandait si je voulais organiser une marche
à Sainte-Agathe-des-Monts dans les Laurentides. Alors, il voulait développer un peu les marches Illumine la nuit en boîte qu'on appelle. Alors, ce sont des marches qui ne sont pas nationales, mais qui se font en région. J'ai tout de suite accepté. Pourquoi? Parce que c'était ma façon à moi de donner au suivant. Alors, je voulais faire connaître la société. Je trouvais qu'elle était méconnue. Et puis, je voulais permettre aussi aux gens des Laurentides de pouvoir venir marcher plutôt que de se rendre à Montréal. Alors, pour une deuxième année, alors le 4 octobre prochain, bien, je vais faire la deuxième marche. Donc, s'il y en a parmi vous qui êtes dans les Laurentides à ce moment-là, bien, vous êtes les bienvenus. Parallèlement à ça, j'avais envie aussi de m'engager, de m'investir davantage. J'ai rencontré Charles à Sainte-Agathe et puis cette rencontre-là était déterminante pour moi. Déterminante dans le sens où j'ai décidé de m'engager et de devenir bénévole pour la Société de leucémie de l'Infant. Aujourd'hui, j'ai quelques chapeaux. Donc, je suis l'organisatrice de la marche à Sainte-Agathe. Je suis aussi membre du comité des services et de soutien aux patients. Et je suis aussi bénévole pour le programme Jumelage Premier Contact. Finalement, je suis une ambassadrice convaincue que la recherche peut faire une différence sur la lutte au cancer du sang. D'ailleurs, je remercie les chercheurs de rester au Québec et de faire profiter les Québécois de vos recherches. Donc, c'est assez de parler de moi. Je vais parler du dépliant. Donc, c'est une première aujourd'hui, donc on fait le dévoilement du dépliant « Demandez-le au docteur ». Alors, c'est une initiative des membres du comité qui, après la distribution du guide, constatait qu'il y avait peu d'idées pour les questions à poser à leur équipe médicale. Alors, on s'est penché là-dessus en équipe. Alors, il y a eu des questions qui ont été soulevées, on a retravaillé le dépliant, on a vraiment soigneusement choisi les questions qui sont aussi en section, tout comme le guide. Alors, c'est les 3 sections, soit le diagnostic, le traitement et la rémission. Alors, les questions permettent aux patients et à leurs proches, ça les guide en fait tout au long de leur maladie, soit le cancer. Le dépliant va être distribué à l'automne à travers les hôpitaux du Québec. Et je tiens aussi à souligner le travail de notre collègue Yvon, qui n'est pas ici aujourd'hui malheureusement, mais Yvon a été notre maître d'œuvre dans la réalisation de ce dépliant-là. Karine, je m'excuse si tu permets, parce que tu parlais des hôpitaux. Oui. Le guide Pas à Pas, il a été distribué à partir du mois de janvier de cette année. Et puis, il y a déjà 60 hôpitaux à travers le Québec qui en font là, des commandes régulières chaque mois. Alors, on s'est rendu compte que c'était un outil vraiment qui avait répondu là, à des attentes, aux attentes des patients. Et puis, pour nous, ça nous a permis aussi de développer un réseautage en ayant des produits, en ayant des documents, de l'information qui s'adresse aux patients. C'est une belle façon pour nous d'aller rencontrer le personnel soignant dans les hôpitaux lorsqu'on a des choses à leur proposer. Le guide Pas à Pas, il a été fait avec le concept, en fait, de patient partenaire de soins. On avait commencé à se questionner un petit peu au comité des services aux patients là-dessus. Et puis, le dépliant, demandez-le au docteur que vous allez recevoir tout à l'heure, on va vous en remettre une copie, est un peu dans la même continuité. Et on s'est rendu compte que le guide Pas à Pas, c'est un guide, en fait, qui permet aux gens de planifier l'utilisation des ressources disponibles. Alors, souvent, on ignore, on reçoit un diagnostic et tout à coup, là, c'est noir, on ne sait plus à qui s'adresser. Alors, le guide sert à ça. Mais ce qu'on s'est rendu compte au bureau, Laure et moi, on le constate, c'est qu'on demande aux gens d'appeler, on suggère aux gens de s'informer, mais les gens nous appellent et nous disent, on ne sait pas quoi demander. On a une question ou deux, mais d'aller au-delà. Alors, le guide Pas à Pas et le document Demandez-le au docteur sont vraiment des documents qui, à notre avis, ce sont des outils, en fait, de empowerment. Comment on dit empowerment prise en charge.
la prise en charge. Alors, responsabilisation. Ouais. Moi, je dirais partenariat. Un partenariat. Et puis, le guide pas à pas, lorsque nous l'avons mis en place, on s'est assuré de bien faire valider ce que nous avions préparé. Nous avons 2 médecins de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui ont pris le temps de regarder chacune des questions. Nous avons le psychologue en cancérologie aussi à Maisonneuve-Rosemont qui a pris le temps de regarder ce dépliant. Alors, en plus de faire une initiative qui se fait en groupe, en patients, avec des patients, mais on s'assure aussi de faire valider ce travail-là et on développe une concertation là, avec des professionnels de la santé. Et puis je pense que l'expérience a vraiment été agréable là, pour tout le monde de travailler sur ce projet. Merci. Écoutez, je termine en vous disant que le Comité des services éducatifs et de soutien aux patients va travailler en 2015 à la création d'un outil d'information sur les aspects psychologiques et l'état moral des patients. Alors, cette initiative vient d'un sondage qui a été réalisé à l'échelle canadienne par la société qui reflète que les patients souhaitent avoir de l'information à ce sujet-là. Alors, merci. Et Christiane? En fait, je voulais vous parler du service Premier Contact, qui est une ligne, un soutien téléphonique de jumelage entre patients qui viennent d'avoir un diagnostic de cancer et des patients qui ont déjà eu un cancer. Donc, c'est une ligne d'échange téléphonique où on est là pour écouter, encourager et puis échanger nos expériences à travers le vécu que l'on a. Donc, on sait très bien que c'est beaucoup plus facile de se confier à une personne qui est complètement anonyme que de le faire auprès de nos proches. Alors, cette ligne-là, elle est là, elle est importante. C'est de divulguer à tout le monde, d'en parler. C'est pas toujours facile de faire la démarche d'appeler, mais souvent c'est aidant. Alors, il y a aussi l'année prochaine, on travaillera sur un nouveau programme de jumelage entre parents de familles qui ont été touchés par un cancer pédiatrique. Alors, c'est à venir.